C'est parti. C'est parti. Eh ben, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce 10e talk de la casemate déjà. Les 9 talks précédents, vous pouvez les voir et les revoir sur la chaîne YouTube de la casemate en intégralité. Je vous invite à aller faire un petit tour. Ces talks sont organisés dans le cadre de l'organisation par la casemate de la programmation scientifique et culturelle Une Saison, et la programmation du territoire Grenoble-Alpes élargie. Et donc, en fait, le principe de ces talks, c'est vraiment d'échanger sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, nous, acteurs de la culture scientifique ou qui organisons des actions culturelles et scientifiques dans nos lieux. Et donc, même si on a des intervenants pendant ces rencontres, vous pouvez à tout moment intervenir, échanger, partager vos propres expériences, vos projets, etc., pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc, nous, on a 3 intervenants qui vont donner une partie de leur expérience, mais n'hésitez pas à tout moment. Donc, soit par le chat avec l'onglet discussion en bas de votre écran, soit quand on vous donne la parole, en levant la main, et puis vous pouvez intervenir à l'oral dans ces cas-là. Donc cette fois-ci, pour ce premier talk de 2022, on a choisi une thématique qui va être une thématique un peu phare pour l'année 2022. Non seulement parce qu'à Grenoble, on est choisi comme capitale verte européenne, ce qui fait qu'on va parler beaucoup de ce sujet-là parmi d'autres. Et puis, c'est aussi le thème qui a été choisi pour la Fête de la Science 2022. Donc, ça va aussi concerner beaucoup d'acteurs culturels et scientifiques. C'est aussi une thématique qu'on va retrouver dans Une saison entre terre et ciel. Aujourd'hui, donc, 3 invités pour discuter de ce sujet-là. D'une part, Stéphane Labranche, qui est climatologue de la société, coordinateur scientifique du GIECO IPBC, donc j'ai traduit par Panel international du changement de comportement. Ça doit être ça, ouais. Très bien, très bien. Parfait. Il a contribué donc au rapport du GIEC 5 et 6 et il est membre aussi du conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte. J'ai aussi donc Capucine Join-Lambert, qui est consultante en responsabilité sociale des entreprises, animatrice et formatrice de la fresque du climat. Donc, elle nous en dira plus sur cet atelier qui permet d'en savoir plus sur le changement climatique et d'exprimer aussi ses sentiments par rapport à ça. Et Lucas Davaz, qui est docteur en glaciologie et qui a monté Médiation Climat, par le biais de laquelle, en fait, il anime des ateliers autour du changement climatique aussi par différents biais. Et puis, il emmène aussi les gens sur le terrain pour observer le changement climatique sur place. Et juste avant de passer la parole à mes intervenants, j'ai fait assez court aujourd'hui, je voulais faire un petit brise-glace réglementaire avant tout, pour mieux vous connaître et puis pour commencer à échanger. Alors, je vois que les gens ne sont pas trop chauds pour mettre la caméra, si c'est bien le cas. Donc, on va peut-être changer un petit peu les règles de ce que... s'il y a quand même quelques caméras. Donc, on peut peut-être le faire avec les gens qui ont leur caméra allumée. Et puis, comme on va parler, en fait, on va faire un armomètre, c'est-à-dire qu'on va vous allez donner votre réponse en fonction de la hauteur de votre bras devant votre écran. Donc, par exemple, on va commencer avec un truc tout simple. Comment allez-vous aujourd'hui? Si vous allez pas très bien, vous pouvez laisser votre main en bas. Et si vous allez super bien, vous la montez tout en haut. Et pour ceux qui n'ont pas de caméra, vous pouvez mettre dans le chat, on va faire un chiffre entre 1 et 5. Pareil, 1 en bas et puis 5 en haut. Ça marche pour tout le monde? Ça marche avec les plâtres aussi. Ça marche aussi avec les plâtres, ouais. C'est un peu plus triste, mais bon. Donc, comment vous allez aujourd'hui? Plutôt pas mal. Et ceux qui n'ont pas de caméra, vous pouvez mettre dans le chat entre 1 et 5 sur l'échelle. Bon, c'est plutôt bien hein, sur les caméras allumées en tout cas. La deuxième question, comme on est toujours facile, quel temps fait-il aujourd'hui vers chez vous? Donc plutôt mauvais, plutôt beau. Il fait plutôt beau à Grenoble, on a un grand soleil. Voilà, j'ai un 4 aussi, 5 plus, il fait super beau aujourd'hui. Ensuite, une petite question géographie. À quelle distance à peu près êtes-vous de Grenoble? Alors, si vous êtes à Grenoble, vous mettez votre bras au milieu. Si vous êtes plus au sud, vous mettez plus au sud. Et puis, si vous êtes plus au nord, vous mettez tout en haut.
Voilà, il y a beaucoup de Grenoblois. Ouais, pas mal de Grenoblois. Donc pareil, dans le chat, vous pouvez nous mettre si vous êtes à Grenoble, au sud, au nord, Saint-Martin-d'Hères, c'est pas très loin. Alors maintenant, un peu plus compliqué. Quel est votre intérêt pour communiquer sur le changement climatique? Si vous avez un intérêt très fort, bien sûr, tout en haut, ça doit être par là hein, aujourd'hui, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas super intéressé à communiquer sur le changement climatique, vous êtes plutôt là. Voilà, on est plutôt en haut, hein. Ouais, ouais, bah oui, forcément, vous êtes là. 5 aussi dans le chat, parfait. Et puis, la dernière question, c'est plus sur votre niveau professionnel à communiquer sur le changement. Alors, vous pouvez être un spécialiste, vous le faites tout le temps, comme nos intervenants aujourd'hui, ou bon, plutôt moyen, vous le faites, mais vous ne savez pas trop comment, ou plutôt en bas. Moi, je vais me mettre un peu au milieu par là. Ouais. Ouais, c'est bien parce qu'il y a des marges de progression. Ouais, Stéphane, tout en haut, c'est moi. Donc, quand il y a de la marge de progression, c'est génial pour notre talk d'aujourd'hui. Eh ben, merci à tous pour cette petite participation. Il y a aussi des gens, effectivement, qui sont à l'ouest. C'est plus embêtant. Mais on va essayer de les rattraper. Alors, pour ne pas perdre plus de temps sur le temps d'intervention de tous, je vous propose d'écouter notre premier intervenant, qui est Stéphane Labranche. Donc, je rappelle qu'il est climatologue de la société, coordinateur scientifique du GIECO IPBS. Donc, vous avez un petit lien pour en savoir plus sur le GIECO dans le chat. Il a contribué à des rapports du GIEC et puis il est membre du conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte. Merci beaucoup d'être là et puis à vous. Bon, bonjour tout le monde. Ouais, bah, en fait, si je suis un petit peu habitué, j'ai dû faire plus de 200 conférences publiques sur le changement climatique un peu partout en France. Je travaille dessus depuis 2003. En fait, là, sur la communication, en fait, je suis là. Bon, je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense, mais je vais aussi vous poser des questions. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à regarder les campagnes de sensibilisation pour le changement climatique, c'était qu'il y avait une espèce de présupposé un peu étrange, étrange peut-être pour quelqu'un dans les sciences sociales, mais peut-être évident pour beaucoup de gens, mais alors que ce n'est pas, c'est que la campagne de sensibilisation sur le changement climatique visait à faire changer des pratiques, des comportements, voire qu'on regarde les Nations Unies, les modes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire un mode de vie? Ça dépend en fait. Changer un mode de vie, si on est dans un objectif de réduction de 20 à 30 de nos gaz à effet de serre en 2050, c'est peut-être pas très important. Si on parle de sortir de notre civilisation carbonée, changer de mode de vie peut peut-être dire une rupture en profondeur de tout ce qu'on sait, incluant la manière dont on pense les interactions que nous vivons avec nous-mêmes, humains, la manière dont on travaille, la manière dont on consomme, devenir végétarien et toutes ces choses. Donc, la première chose que j'ai remarqué quand je regardais les campagnes de sensibilisation, c'était que, on s'attendait à ce que l'information, je reviens sur ce point scientifique, amène à des changements de comportement. Première chose qu'il faut remettre en question, ou qu'il faut se poser comme question, si on veut communiquer sur la science, c'est quel est votre objectif en matière de sensibilisation? Vous voulez changer les pratiques ou vous voulez changer le niveau de compréhension et vous voulez changer les représentations sociales, voire les attitudes à l'égard de la question du changement climatique. Donc ça, c'est une première chose. Je n'ai pas des bonnes nouvelles pour ceux et celles qui voudraient bien que les campagnes de sensibilisation mènent à des changements de pratiques. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas pour ça. Ça amène à des changements de représentation sociale et aussi à des améliorations dans les niveaux de compréhension. Ça titille la curiosité de certaines personnes, mais entre recevoir un message qui dit changer de mode de vie et ensuite le changement de vie, il y a plusieurs étapes. Si vous observez un peu vous-même en matière de quotidien, vous allez voir que c'est loin d'être simple. Tous ceux qui prennent des bonnes résolutions le 31 décembre, les statistiques sont là, 80% les auront en fait abandonnées avant la fin du premier mois. Vous voulez arrêter de fumer, faire plus de sport, manger moins de viande, blablabla, bla, 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 tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui m'a interpellé, qui me semblait évident pour moi aussi, c'est pas seulement qu'une campagne de sensibilisation puisse avoir des effets sur des pratiques, des changements de comportement, voire des modes de vie entiers, c'est que derrière ça, il y a un autre message implicite, une posture implicite plutôt qu'un message, c'est que la donnée scientifique suffit à faire changer des choses. Comme si le cognitif
la rationalité était le facteur le plus important dans nos modes de vie au quotidien. Bien sûr qu'une part de rationalité, quand on va aller du point A au point B, au point C, au point D et revenir à la maison, ça prend un peu de rationalité et un peu de sens de direction, parce que sinon on se perd. OK, ce n'est pas le problème. On peut toujours aussi avoir moins de rationalité, se promener dans tous les sens et espérer qu'à un moment donné, je revienne chez moi au bout de 8 heures de transport. Alors que rationnellement, si je me fais un itinéraire efficace, en 1 heure, je suis dans le tour, sauf s'il y a des bouchons. Et donc, la rationalité joue un rôle, mais quand on regarde ce que nous disent les sciences du comportement, que ce soit les sciences neuropsychocognitives, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, les moteurs de changement et les moteurs de pratique au quotidien, que ce soit changement ou non-changement de pratique, ne sont pas rationnels, ils sont socialisés, c'est de la culture, ce sont des émotions, c'est des représentations sociales, c'est des valeurs, et c'est des choses qui sont parfaitement multirationnelles au mieux et irrationnelles au mieux aussi, parce qu'à la différence, nous en sociologie et en psychologie, les émotions, en fait, c'est peut-être de l'irrationnel, mais ça a une force et une puissance qui sont tout à fait réelles et tout à fait vraies pour la personne qui les vit. Donc, deuxième élément, comment est-ce qu'un rapport du GIEC qui donne des données qui nous disent que si on dépasse 500 parts par million de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire 500 parts par rapport à quoi, avant, après. Là. Déjà, ça demande un gros niveau de connaissance scientifique. Et comment cette donnée scientifique, qui est parfaitement cognitive et rationnelle, est censée nous amener à changer des trucs qui ne sont pas rationnels ni cognitifs et qui sont au fondement de nos pratiques. Donc ça, c'est la deuxième question. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un peu déprimant parce que ça veut dire qu'effectivement, les campagnes de sensibilisation, en fait, ne peuvent pas super bien marcher pour changer nos pratiques, notamment si elles sont fondées sur de la science. Donc ça, quand je dis ça, c'est un peu insultant pour les gens qui font de la science. Ce n'est pas que la science ne sert à rien, parce que la science nous a bien avertis sur les dangers du changement climatique. Elle nous a très bien informés sur les sources du changement climatique, c'est-à-dire nos activités. Mais quand on parle de solutions, de changement de mode de vie, désolé, ce n'est pas les molécules dans l'atmosphère et l'explication du fonctionnement de molécules dans l'atmosphère sur du long terme qui va nous amener à arrêter de manger un barbecue en été. Donc, sur la communication, première question qu'il faut se poser, c'est quel type d'argument on utilise et ensuite quel est l'impact, mais aussi, mais quel est l'impact que vous voulez avoir. C'est sur la représentation, sur la pratique, etc. Troisième élément, c'est qu'en fait, et ça, la sociologie le montre bien, mais ça, c'est dans d'autres domaines, nous n'avons pas tous la même manière d'entrer en relation avec l'environnement. On n'a pas tous la même manière de rentrer en relation avec l'énergie, par exemple, qui est un gros secteur constitutif du problème du changement climatique. Donc, comment faire? En fait, la sociologie montre qu'il y a des profils des gens qui vont rentrer en interaction de manière différente. On peut avoir une manière très politique d'aborder la question du changement climatique. C'est une question politique, du vivre ensemble, etc., etc. D'autres disciplines vont avoir une approche très économique des choses, taxe carbone, etc. Il y a aussi toute l'approche sensible et l'amour du vivant, qui là renvoie à des choses qui ne sont pas cognitives, qui sont des moteurs de vouloir entrer en interaction avec l'environnement et qui font qu'ensuite, on va peut-être utiliser des manières rationnelles, cognitives pour tenter de résoudre le problème. Mais le premier contact, la première motivation, ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, ça va être j'aime les arbres ou j'aime l'esthétique de la nature ou ça me permet de me ressourcer et toutes ces citations qui sortent dans des projets de recherche. Donc, ça, c'est un deuxième point. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de la communication scientifique? Heureusement que je vais dire non, parce que devant le partage, je me ferai flinguer. Oui, si, il faut en faire de la communication scientifique, ce n'est pas le problème. Et c'est important parce que quand on regarde ce que les gens savaient et comprenaient du changement climatique en 2010, en 2012, en 2015 et ce qu'ils comprennent maintenant, quand on regarde les grands sondages, les gens répondent beaucoup mieux aux questions de connaissances de base sur le changement climatique. Ils comprennent beaucoup mieux aussi les effets du changement climatique à venir. Et ce qui leur manque souvent, c'est plutôt qu'est-ce que je fais? Donc ça leur manque. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas simplement de la sensibilisation, il faut passer de la sensibilisation à l'accompagnement. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément que je voulais aborder, une autre dimension, ce sont des
des changements, des évolutions que je vois depuis quelques années et que c'est des signaux faibles, que je vois non seulement dans mes conférences publiques, mais que je commence à voir aussi dans des sondages, c'est la question de, l'augmentation des quantités. Et comment, en fait, face à une augmentation des quantités, notamment chez les jeunes, on peut communiquer. Ce qui apparaît assez évident, c'est qu'il y a jusqu'en 2017 environ, il y a eu un tournant entre 2015 et 2017. Quand on faisait des conférences publiques, une des premières choses qu'on faisait, et ça, les associations environnementales le faisaient, l'ADEME, tout le monde, c'était d'essayer de marteler dans la tête des gens pourquoi le changement climatique, c'était important, pourquoi il fallait faire quelque chose. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait des impacts du changement climatique à venir. Et donc, depuis 15-20 ans, on génère une image cauchemardesque de l'avenir si on ne fait rien. Donc, c'est la perte de la biodiversité, et plus au quotidien, c'est ne plus pouvoir skier en ski de basse et moyenne montagne, ça veut dire de la sécheresse partout, des inondations ailleurs. Et ensuite, donc, on a cette image-là de plus 3, plus 4, plus les effets que ça peut avoir sur la démocratie, notre liberté de consommer, etc. Donc, on se retrouve dans une dystopie totale en 2050. Puis après ça, on se dit, bon, ben, au revoir, bonne soirée. Les gens ont envie de se flinguer. Ils vont regarder les gens qui sortaient des conférences de Dominique Bourg, que j'adore par ailleurs, ou celle de Nicolas Hulot. Et ouais, il y avait une partie qui se disait, ouais, il faut agir, il faut agir. Puis les autres sortaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? Et donc, en fait, vous générez de l'angoisse et on génère une sensation d'incapacité à l'action, ce qui, en fait, augmente l'angoisse. Et donc, depuis quelques années, on est quelques-uns à le faire. Dominique Moore n'est pas encore passé de l'autre côté. Il est encore un peu catastrophiste, même s'il a raison scientifiquement. Moi, j'ai pour règle maintenant, je martèle les gens de malheur pendant 10 minutes et je leur fous à la gueule tout ce qui est dur d'entendre. J'en passe parfois. Je ne dis pas tout parce que c'est dur. Puis après ça, je parle des solutions qu'on a mises en œuvre depuis 15 ans, qu'on essaye de mettre en œuvre. Non, ces solutions ne sont pas suffisantes, c'est évident. Non, elles ne vont pas assez vite et assez rapidement. Mais attention, quand je regarde ce qu'on connaissait, ce qu'on comprenait en termes de politique publique, en termes de programmes, de projets, de mesures, etc., de lois, il y a 15 ans et ce qu'on fait maintenant, la marge de progression a été énormissime en fait. On n'a pas résolu tous les problèmes même sur papier. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire correctement maintenant. Bon, il faut juste plus les faire. Mais donc, ça aussi, il faut faire super attention depuis quelques années, pour moi en tout cas, dans la communication scientifique sur le changement climatique, de ne pas se limiter à un message suicidaire, parce que c'est facile à faire, ça. Ce qui est plus difficile à faire, c'est l'inverse. Il faut quand même expliquer pourquoi plus 3, c'est super important. Plus 3, c'est pas plus 3. C'est en fait 30 dixièmes de degré. Parce que c'est comme ça que les impacts du changement climatique vont se faire ressentir sur la biodiversité, sur la pluie, c'est par dixième degré, ce n'est pas par un degré. Donc, il faut l'expliquer, il faut expliquer certains des impacts, et ensuite dire ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est super important. Et encore là, ça ne renvoie pas au rationnel, ça renvoie à l'irrationnel. Pourquoi? Parce que les sciences du comportement, en fait, nous disent que face à l'angoisse, la réaction normale du cerveau, c'est de faire du déni, de regarder ailleurs et de dire que ça n'existe pas et de se replier sur soi-même. Autrement dit, pas de changement de pratique. Okay? Et en plus, face à des injonctions de changement de mode de vie, cette injonction-là crée de l'angoisse aussi. Donc, vous rajoutez l'angoisse environnementale avec une angoisse de changement de mode de vie, et là, vous avez tous les ingrédients pour avoir du déni parfait et voire de l'hédonisme à l'extrême pour dire si je ne peux plus voyager dans 10 ans, je vais en avion, je vais en profiter à fond la caisse et vivre les barbecues tous les semaines. Et donc, là, pour moi, c'est super important d'aller au-delà de ça, de l'angoisse pour dire oui, non, il y a des raisons d'être super inquiet, OK, mais on sait en psychologie qu'un des outils de base pour combattre l'angoisse, c'est d'avoir au moins une impression de perception qu'on peut avoir une certaine mesure d'effet sur ce qui nous angoisse. Avoir la perception, je ne dis pas que c'est la réalité, mais au moins avoir la perception d'un certain contrôle, être capable de participer à la solution, même si ce n'est pas la solution finale à tous les problèmes, mais au moins de contribuer à la solution aide beaucoup à diminuer l'angoisse. Donc, en fait, ça peut devenir un moteur, la peur du nord, mais il faut qu'il y ait des outils pour aller avec. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de parler de ce qu'on peut faire non seulement en tant qu'individu,
Mais dans nos métiers, certains d'entre nous, moi particulièrement, parce que en fait, je peux avoir un effet levier sur des politiques publiques nationales ou territoriales. Donc là, OK, mais au-delà de ça, je fais quand même mes trucs à moi. Dernier élément, c'est le troisième élément. Je reviens un peu à ce que je disais, mais je vais le développer. C'est qu'il ne faut pas présumer que dire aux gens qu'on va tous mourir à cause du changement climatique a un effet quelconque et que les gens sont intéressés par la question du changement climatique. C'est faux. Ils sont intéressés jusqu'à un certain point cognitivement sur la moyenne de la population, cognitivement intéressés, mais émotionnellement intéressés, psychologiquement impliqués, beaucoup moins. Je vais vous donner mon exemple. Je le donne tout le temps celui-là, mais pour moi, c'est super important. J'étais le premier sociologue en France à bosser sur le climat. Je suis un maniaque du climat, ça fait 20 ans que je bosse dessus. Je pense climat, ma signature, c'est il faut penser climat directement de Dune, etc. Et quand je fais du vélo, je ne le fais pas du tout pour réduire mes gaz à effet de serre, j'en ai rien à foutre. Je fais du vélo parce que j'aime me promener en vélo. Autrement dit, si vous tentez de me convaincre de me promener en vélo, de me balader ou de faire des trajets en vélo pour des raisons de changement climatique, je ne vous écouterai même pas. Ça s'appelle une représentation sociale. Ma représentation sociale vis-à-vis du vélo n'a rien à voir avec le climat, malgré le fait que je ne fais que ça presque dans la vie du climat. Donc, une manière, en fait, d'aborder la question du climat, parfois, c'est d'y aller de manière secondaire ou par la bande. Un des enjeux de base sur les questions de l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu sur le changement climatique, c'est l'alimentation carbone. Mais vous n'allez jamais convaincre des gens de réduire leur alimentation de viande pour des raisons de changement climatique, sauf pour un petit pourcentage qui comprend déjà à peu près pourquoi. Donc, mais il y a d'autres manières, d'autres raisons d'être végétarien. La raison de santé, la raison du traitement éthique des animaux, qui est beaucoup plus importante dans les sondages que le changement climatique, qui n'apparaît presque pas comme motivation de manger moins de viande dans la population. Mais le résultat final, il est là. C'est-à-dire, si on mange moins de viande, quelle que soit la raison, les effets sont positifs sur un paquet de trucs, en fait. Et donc, c'est à vous de décider un peu en matière de communication, à quel point vous voulez être honnête. Est-ce que finalement, si vous voulez avoir des effets, mieux vaut parler de santé ou parler de changement climatique pour discuter et expliquer que le changement climatique est lié à la question de l'alimentation, tout en sachant qu'en fait, il y a peu de personnes qui s'intéressent à la question de la viande par rapport au changement climatique et qu'on s'intéresse beaucoup plus par rapport à un traitement éthique des animaux, à la santé perso. Okay. Un dernier exemple qui renvoie justement au type d'argument qu'on peut utiliser avec un positionnement un peu, c'est une question éthique que je vous pose. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le changement climatique pour en parler ou avoir des effets? Ben, si en matière de communication, ça aide à comprendre, mais, et là, j'ai des débats avec certains de mes collègues scientifiques des sciences naturelles. J'ai commencé avec un petit débat avec eux, je vais terminer avec eux aussi. En 2018, on a constaté, pour certains d'entre vous, vous savez peut-être, une baisse historique du niveau de l'eau dans le lac d'Annecy. On s'est retrouvé en fait avec un lac inutilisable. Il y avait des mètres et des mètres de boue avant d'arriver à l'eau. Donc, il n'y avait plus de baignade, il n'y avait plus de voile, il n'y avait plus rien, plus de bateaux. On a retrouvé des cadavres dans la boue qu'on avait pensé avoir, qui avaient disparu des gens, etc. Et en fait, on a fait un petit sondage là-dessus parce qu'on avait l'impression que les gens imputaient ça au changement climatique. Donc, on s'est dit, bon, on va leur poser des questions sur l'adaptation au changement climatique. On a inséré des questions sur la règle d'Annecy. Effectivement, la population imputait comme première cause de la baisse du lac le changement climatique. Ça pose une question éthique. Scientifiquement parlant, on ne peut pas dire que la baisse de l'eau du lac de 2018 est provoquée par le changement climatique. On ne peut seulement dire ça si au bout de 10 ans, il y a une constante vers une diminution de l'eau du lac, etc., et qu'on a en plus faire une analyse des autres facteurs. Est-ce qu'il y a neigé autant? Est-ce que l'eau qui a fondu n'a pas été captée par de l'agriculture? Est-ce que les retenues collinaires pour les stations de ski de moyenne montagne autour ont fait un rôle, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième question. Si vous voulez avoir une gestion plus intelligente de l'eau, c'est vrai que de passer par le changement climatique est une image qui choque, qui parle aux gens d'Annecy. Ça les a choqués cette année-là. Ça les a choqués dans tous les sens du terme. Ils s'en souviennent et ils imputent ça au changement climatique. Donc là, moi, je dis opportunité pour parler de changement climatique. Sauf que scientifiquement, ce n'est pas tout à fait vrai.
et qu'en plus, il ne faudra pas oublier les autres variables qui sont autour, c'est-à-dire justement les retenues collinaires, la neige artificielle, le fait que l'agriculture a peut-être augmenté. Donc, c'est à vous, en tant que communicant ou en tant qu'élu, chef de service, etc., de décider quel type d'argument vous voulez utiliser jusqu'à quel point. Les scientifiques avec qui j'ai fait des conférences refusent ce type de raccourci, mais ils perdent d'audience. Ou alors, le scientifique va adopter un langage hyper probabiliste et là, personne ne comprend. Je fais ces raccourcis-là en disant, faites attention, il y a d'autres facteurs qui, mais je n'explique pas en long en large parce qu'en fait, voilà. Et donc, est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, je suis pragmatique. Si c'est un effet positif sur le changement climatique, mais qu'il faut passer par le fait que manger de la viande, ça ne rend pas beau avant d'aller à la plage en été, on l'utilise, puis merde. Il ne faut pas non plus oublier de parler du changement climatique parce que ça sert à améliorer le niveau de compréhension, de connaissance, ce n'est pas le problème. Mais les attentes en tant que communicant doivent être claires. Ce n'est pas en parlant du changement climatique que vous allez me convaincre, moi, de faire plus de vélo. Bon, en attendant, j'ai plus de vélo à faire pendant encore un mois ou deux. Voilà. J'arrête là, ça fait 20 minutes. Vu que tu étais très à temps, en 2010, à 9h10, tu as cédé la parole, 9h30, j'arrête. C'est parfait, c'est parfait. On est pile poil dans les 20 minutes. On peut peut-être prendre une ou deux questions tout de suite. Je vois qu'il y en a une peut-être dans le chat. Pourquoi l'argument de la santé ou autre aurait davantage d'impact que l'argument du changement climatique? Intérêt personnel, dans le sens large du terme. Je ne dis pas intérêt économique avarice. C'est que ma santé est plus importante d'un truc qui va se passer en 2050 dont je ne vois pas encore les effets. On a testé ça dans une enquête, deux enquêtes différentes sur Grenoble, avec exactement la même question. On a fait une question sur les politiques de contrainte sur la mobilité voiture. Donc, avec, en premier, pour des raisons de santé, virgule, seriez-vous d'accord avec les mesures suivantes? Et là, il y avait 5 mesures avec une échelle de 1 à 5 et qui sont plus ou moins d'accord. Ensuite, on a reposé la même question, mais pour des raisons de changement climatique, virgule, même question, même choix. Et là, je peux vous dire que le taux d'acceptation des contraintes pour les questions de santé était autour de 25 points, 25% plus élevé que pour des raisons de changement climatique. Et ça, c'est à Grenoble, on a une des populations les plus sensibilisées et les plus ouvertes sur les questions de changement climatique. Et donc là, voilà. Moi, j'ai peut-être une question qui est en lien justement avec ça, parce que tu parlais de l'impact de l'émotion et l'émotion que le lac d'Annecy a provoqué sur les habitants alentours. Mais quand on avait ces images, on les a tous vues, hein, de l'ours sur la banquise ou de certaines populations qui ont plus d'eau, etc. Est-ce que de voir des images comme ça qui sont très impactantes émotionnellement, mais qui sont très éloignées quand même de nous physiquement, ça a quand même un impact ou pas du tout? Alors, il y a quand même une idée que, mais c'est remis en question par certaines recherches, mais une idée que quand on est capable de percevoir quelque chose qui nous concerne de proche, ça a un effet plus important que quelque chose qui est de loin et qui nous concerne de loin, soit temporellement, soit géographiquement. Ce n'est pas toujours le cas, mais sur la question de changement climatique, apparemment oui. Si vous avez une des craintes qu'on a remarquées sur la question des impacts du changement climatique autour du lac d'Annecy, dans toute la région d'Annecy, que les gens ont exprimé, c'est la perte de leurs produits de terroir. Pas assez d'eau qui va faire que les produits qu'ils aiment bien acheter au marché, leur fromage, leur machin, leurs trucs, ne soient plus accessibles à cause du changement climatique. Donc, là, je te dirais, oui, il faut trouver des emblèmes territoriaux locaux, il faut trouver ce qui nous concerne, ce qui nous donne envie. C'est effectivement un des plaisirs, c'est d'aller au lac d'Annecy quand on n'est pas trop loin, bon, plus tous les touristes, d'aller se baigner et qu'à un moment donné, on ne peut plus. Ce n'est pas juste un impact économique important, c'est aussi le fait qu'une partie de la qualité de vie, de la manière dont on définit notre qualité de vie, est vraiment amoindrie par l'impact du changement climatique. Donc ça va avoir un effet. Ouais. C'est retenir que les gens sont finalement très individualistes. Ils s'intéressent déjà à ce qui les impacte directement. Oui, mais pour de bonnes raisons aussi. Hein. Des fois, on en a ras-le-bol de la charge mentale de devoir faire des efforts sans arrêt, etc. Et quand les autres ne font pas à côté, on se sent un peu tout seul dans son coin, quoi.
Donc ça, je peux le comprendre. Donc, Bon, puis on est tous comme ça. Peut-être une dernière question avant de passer aux deux autres intervenants, puis on aura un temps d'échange plus long à la fin du talk. On pourra revenir avec des questions pour Stéphane et pour les deux autres. Donc, en revenant un petit peu sur ce qu'avait dit Rebecca, donc qui était la fin justifie les moyens, si on délivre un message qui est plus positif, est-ce que le public ne va pas se sentir trahi quelque part si dans 5, 10 ans, la situation est encore une situation catastrophique? Est-ce qu'on ne prend pas un risque en prenant cette communication plus positive pour avoir plus d'efficacité, de dégrader la communication qu'on pourra faire dans le futur? c'est une super question. Et en fait, pour moi, je me suis posé la question aussi quand j'ai commencé, quand j'ai décidé que j'arrêtais de démolir tout le monde d'un seul coup pendant 1 heure de données absolument catastrophistes. Parce que il y a, dans la tendance, dans la population, il y a déjà une certaine partie de la population qui a tendance à ne pas faire grand-chose, à attendre venir, ils veulent voir, etc., ils veulent avoir plus de démonstrations, ou se disent oui, mais je le ferai demain parce que là, je suis trop fatigué ou parce que, voilà. Et au-delà de la communication, ce qui est important pour moi de dire, c'est qu'on fait des efforts, on apprend vite, et c'est vrai, mais c'est insuffisant. C'est très clair. En même temps, si on n'avait rien fait, si on était encore au niveau de 2005 en termes de nos actions, là, la courbe, elle est peut-être comme ça en termes de gaz à effet de serre. Si on n'avait rien fait depuis 2000, elle serait comme ça. Donc, on n'a pas aplati la courbe, on n'est pas à la neutralité carbone, mais loin de là. Mais on a un peu diminué quand même l'augmentation, la vitesse d'augmentation. Donc, c'est significatif, il faut le dire, mais on n'a pas atteint l'objectif non plus. Là, malheureusement, ce n'est pas un 100 mètres qu'on fait, mais ce n'est pas un marathon non plus. Ce qu'on fait, c'est un 3-4 km, mais à la vitesse presque de 100 mètres. Et elle est là, la complication. Et tant qu'on n'aura pas atteint le 3 km, on n'aura pas terminé. Avec cette nouvelle donnée, qui est pour moi super importante sur cette question-là, c'est qu'on a laissé le facteur 4, je ne vous explique pas c'est quoi, vous le comprenez, il y a quelques années, puis maintenant, on est censé arriver à la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone en France, c'est presque le double du facteur 4 en moins de temps. Là, il va falloir courir plus vite et encore de manière plus efficace et courir surtout ensemble collectivement pour avoir un effet de fertilisation croisée des solutions. Et donc, je n'ai pas une réponse définitive là-dessus. Moi, je fais simplement l'attention de dire que oui, ça avance. Non, ça avance pas assez vite. Et puis après ça, que tout le monde s'y mette. Hein. Ce n'est pas assez de dire que c'est la faute des autres sans arrêt non plus. Donc, ça renvoie pour moi à tout un autre pan de la communication qu'il faudra peut-être aborder un jour. C'est quel est le niveau de responsabilité personnelle qu'il faut tenter de partager quand on communique sur la question du changement climatique. Quelle est la part de responsabilité collective, à la fois dans le problème, mais dans les solutions aussi. Et comment on ajoute tout ça. C'est vraiment plus évident pour Christian. Super. Je propose que pour le moment, on s'arrête là et qu'on garde peut-être les questions pour plus tard. Delphine, tu notes et puis on y revient tout à l'heure. Parce qu'on pourrait reparler jusqu'à la fin, je pense. On va écouter tout de suite, en une dizaine de minutes, Capucine, puis Lucas, qui vont nous expliquer, eux, ce qu'ils mettent en place de leur côté sur ces questions. Et puis, on va faire les deux à la suite. Et puis, même chose, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou écrivez-les d'un petit côté. Et puis, on posera nos questions ensuite, si ça va à tout le monde. Et puis, dans Capucine, c'est parti. Merci Audrey. Donc l'atelier dont je vais vous parler, c'est l'atelier de la fresque du climat. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, y ont déjà participé. Oui, Stéphane, apparemment. Donc l'association La Fresque du Climat, c'est une association qui a été créée en 2018 par Cédric Ringenbach, qui voulait trouver un moyen ludique et pédagogique d'éduquer les gens au changement climatique. Donc, il a créé un jeu de cartes à partir des 42 faits les plus marquants du rapport du GIEC. Donc, c'est un jeu de cartes qui se présente comme ça. Le but du jeu, c'est en intelligence collective,
par groupe de 4 à 7 personnes, de remettre dans l'ordre cause-conséquence ces cartes, de manière à comprendre le réchauffement climatique. Donc concrètement, c'est un atelier qui dure 3 heures, pour lequel vous avez un animateur pour jusqu'à 14 participants. On peut faire 2 groupes de 4 à 7 personnes. Techniquement, il faut avoir une table qui fait 2 mètres par 1 mètre, sur laquelle l'animateur déroule un rouleau de papier, sur lequel, et autour de cette table, les participants vont discuter entre eux de l'ordre dans lequel mettre ces cartes. Ces cartes, elles sont composées de 5 lots. Donc, l'animateur va d'abord donner le premier lot, les participants vont les mettre dans l'ordre. Ensuite, il va donner le deuxième lot, les participants vont les intégrer au premier lot, etc. Jusqu'au 5e. Toutes ces cartes vont s'imbriquer les unes dans les autres. Alors, il y a différents types de cartes. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il s'adresse un peu à tous les publics. Vous allez avoir des cartes vraiment très simples, comme les activités humaines, là, par exemple, avec un petit texte explicatif derrière, qui va parler à tout le monde. Vous allez avoir des cartes peut-être un peu plus techniques, là, comme celle, par exemple, sur les énergies fossiles, ou si on a un public, de néophytes, on peut simplement rappeler quelles sont les énergies fossiles, mais si on a un public un peu plus aguerri, on peut parler, par exemple, des différents scénarios du GIEC, et rentrer un peu plus dans le détail, comme par exemple avec la carte forçage radiatif, qui est une carte, par exemple, qu'on peut retirer quand on s'adresse à un public de néophytes, mais qu'on peut facilement expliquer avec des gens plus aguerris, ou la carte concentration CO2, Stéphane parlait tout à l'heure des ppm. Bon, ça, voilà, c'est le genre de cartes sur lesquelles on peut rentrer dans le détail avec des scientifiques. Sur cet atelier de 3 heures, la partie qui consiste à remettre les cartes dans l'ordre des causes-conséquences, c'est une partie qui dure à peu près 1h30, pendant lesquelles les participants apprennent les uns des autres. En fait, l'animateur est là en tant que facilitateur, il est là en tant qu'expert de l'animation de la fresque du climat, mais il n'est pas là en tant qu'expert du climat. On n'est pas du tout climatologue. N'importe qui, à partir du moment où il a fait un atelier et une formation, peut animer l'atelier. On est vraiment là en tant que facilitateur. Donc, le but, c'est vraiment que les participants apprennent les uns des autres. Néanmoins, à partir du moment, à la fin de chaque lot, l'animateur peut apporter quelques corrections pour faciliter la continuité faciliter la poursuite de l'atelier, et puis pour apprendre quand même une ou deux choses sur le réchauffement climatique. À la fin de cette heure et demie, les participants sont invités à pouvoir faire des flèches entre les cartes. Alors, si je peux faire un partage d'écran rapide, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Une fois qu'on, voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Une fois qu'on a mis toutes les cartes, Audrey, on voit ? Oui, ok. Une fois qu'on a mis toutes les cartes en place, ça donne à peu près ça. Donc, ça, c'est une correction proposée du jeu. Et donc là, on voit bien qu'il y a des flèches vraiment dans tous les sens. Alors, là, les pôles sont bien identifiés, mais au moment où on fait la fresque, ce n'est pas forcément aussi évident que ça. Surtout que finalement, la fresque ne ressemble jamais à ça à la fin d'un travail. En tout cas, on voit bien toutes les flèches qu'il y a un peu partout. Et ça permet de prendre conscience de l'aspect systémique du réchauffement climatique et de se rendre compte qu'il ne suffit pas de supprimer une carte. Donc, un effet pour changer le réchauffement climatique, il faut vraiment agir à tous les niveaux. On va avoir des actions de réduction de gaz à effet de serre, on va avoir des actions d'adaptabilité. Voilà, bon, j'arrête le partage d'écran. Après, vous allez vous souvenir de la correction, ça ne va pas aller. Donc, à l'issue de cette heure et demie, on propose aux participants, après avoir fait ces flèches, de trouver un titre ensemble pour cette fresque et de l'illustrer. Alors ça, c'est une partie créative qui a toute son importance, que très sincèrement, je ne pensais pas qu'elle aurait autant d'importance auprès des adultes, parce que c'est un atelier qui existe aussi auprès des enfants de 10 à 15 ans. Et en fait, c'est une étape qui est très, très importante, parce que non seulement elle permet à ceux qui ne s'étaient pas forcément beaucoup exprimés jusque-là de pouvoir s'exprimer d'une manière différente en faisant parler la créativité. Ça
ça permet de faire fonctionner les deux parties du cerveau. Mais c'est aussi, d'après ce que j'ai pu observer, un premier sas de décompression pour les gens qui ne sont pas informés du tout, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui se retrouvent à la fin de 7h30 dans un état de sidération complet. Et si je les faisais passer directement à la deuxième partie de l'atelier sans passer par cette phase de créativité, je les perdais, quoi. Je pense que j'en obtenais rien du tout. Et franchement, au bout de 20 minutes, parfois, il y en a, j'ai du mal à leur retirer les feutres, quoi. On sent qu'ils sont en train vraiment de se défouler sur la fresque et ça leur fait un premier sas. Et c'est très bien, ça permet ensuite d'enchaîner sur une autre partie qui est très importante, qui est le partage des émotions. Et qui est donc là un moment où, au minimum, on demande à chaque participant de mettre un mot sur l'émotion qu'il ressent après avoir fait cette fresque. Donc là, en fonction des connaissances que les participants avaient au début de l'atelier, ils ne sont pas tous dans la même phase de la courbe du deuil qu'on observe généralement. Ils peuvent être dans le déni, ils peuvent être dans la colère, ils peuvent être dans l'acceptation. Donc, c'est l'occasion d'en parler. Au minimum, on leur demande juste de mettre un mot sur cette émotion, de la verbaliser, mais on laisse aussi la place à ce qu'ils puissent s'exprimer sans jugement, sans intervenir. Là, c'est vraiment là aussi que l'animateur ou l'animatrice a un vrai rôle à jouer, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer librement. Après, on ne laisse pas cette phase s'éterniser non plus, parce l'idée, ce n'est pas de faire de la psychologie, c'est au moins de laisser place à la parole. Et ensuite, sur la dernière partie qui dure 1 heure environ, là, c'est un moment où on parle des pistes d'action possibles et où on peut débattre. Donc, c'est aussi une phase très importante. Assez souvent, on est souvent sollicité pour faire des ateliers en 1h30, 2 heures. On refuse systématiquement parce que faire cet atelier sans faire la partie émotion et sans faire la partie piste d'action, réflexion autour des pistes d'action et des débats, ce n'est pas un atelier complet. Et comme Stéphane le disait tout à l'heure, on ne peut pas laisser les gens partir après avoir fait juste cette phase de réflexion et les laisser dans un état de colère ou de sidération comme ça sans avoir traité les sujets. Donc, cette partie de réflexion autour des pistes d'action, elle est très importante pour mettre les gens dans une dynamique positive. Et même s'ils ont conscience que ils peuvent se sentir un peu démunis face à l'ampleur de la tâche, l'idée de cette partie, c'est de voir quelles actions ils peuvent mettre en place au niveau individuel, quelles idées ils ont aussi pour des actions à mettre en place à l'échelle collective. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'animer dans des écoles. Et puis, sur cette phase-là, de demander aux enfants, vous, qu'est-ce que vous imaginez pouvoir faire à votre niveau? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos parents de choses qui pourraient changer à la maison? Et qu'est-ce que vous imaginez pour l'école? Est-ce qu'il y a des choses que vous observez dans l'école que vous voyez améliorables pour le réchauffement climatique? Et qu'est-ce que vous imaginez pour votre ville? Il y a peut-être des choses que vous avez observées dans votre ville. Et tout. Donc, en fait, ils ont plein d'idées. Moi, je parle des enfants, mais c'est juste que tout le monde a des idées, tout le monde observe ce genre de choses. Et ça permet de voir que on peut agir à tous les niveaux et pas que sur... et on ne demande pas aux gens d'agir seulement à leur propre niveau. Et tout le monde peut agir. Ça permet aussi de parler du triangle de l'inaction, parce que bien souvent, dans les débats, ce qui peut ressortir, c'est oui, mais bon, moi, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit si dans les entreprises, ils continuent ça, si le gouvernement ne fait rien et si dans ma ville, on fait ça. Bon. Voilà, ça permet de resituer un peu les responsabilités et de prendre conscience qu'effectivement, il faut effectivement que tout le monde fasse quelque chose et en même temps. Là, on est vraiment dans cette urgence-là et c'est vraiment un peu le message qu'on veut faire passer. Après, au niveau des ressentis qu'on peut avoir quand on anime un atelier,
c'est parfois très perturbant d'avoir le sentiment que l'atelier a servi à rien. Et de voir, par exemple, que des gens ne réagissent pas vraiment face à cette urgence climatique, qu'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire d'efforts. Enfin, bon, ça peut arriver quand on fait un atelier au collège, par exemple. Voilà, ça peut être perturbant, mais ça peut arriver quand on fait des ateliers dans les entreprises aussi, par exemple parce que généralement, quand on fait des ateliers auprès du grand public, les gens sont volontaires pour participer à un atelier. Alors que quand on fait dans les entreprises ou au collège ou au lycée, au collège ou au lycée, c'est dans le cadre d'une rentrée climat, ou même dans les études, l'enseignement supérieur. Donc là, ça fait partie de l'emploi du temps des enfants. Donc ils viennent, ils sont obligés. Et dans les entreprises, pareil, ça fait partie de leur emploi du temps. Ils sont obligés de venir. Et donc, s'ils n'ont pas forcément demandé à venir, ils ne sont peut-être pas contents d'être là et ils peuvent y mettre de la mauvaise volonté. Donc, ils sont là, ils n'écoutent pas, ils ne participent pas, ils sont là, moi, de toute façon, je suis là parce qu'on m'a obligé. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est très frustrant. Mais finalement, même s'ils ne participent pas, même s'ils n'ont pas d'idée, ça plante une graine. Ils écoutent quand même. Et puis, il y a quand même un moment où ils vont quand même faire une réflexion qui montre qu'ils ont quand même un peu écouté ce qui se passait, ça les a quand même un peu fait réagir. Enfin, même les réactions négatives, finalement, c'est une réaction. Donc, le message est passé. Et ça ne leur plaît pas, mais n'empêche que ça va faire son chemin et qu'ils vont observer les choses d'une manière différente dans les jours qui suivent. Voilà, on ne peut pas... Eux, on n'aura pas pu les mettre dans une dynamique positive, mais il n'empêche que le sujet aura été abordé, ça les aura titillés, ça les aura bousculés dans certains modes de pensée. Et peut-être qu'après, ils seront face à une autre sensibilisation, à un autre atelier qui les fera peut-être passer à l'étape suivante. Et voilà, donc ça reste intéressant. Il n'y a jamais d'atelier inutile. En tout cas, dans le cadre de Grenoble Capitale Verte, l'association, le groupe isérois a proposé 2 événements. Un événement qui s'est tenu à la fin du mois de janvier, qui s'appelle La fresque du climat s'invite chez vous, dont le but était d'organiser des fresques grand public dans toute l'Isère, dans tout le département, pas que à Grenoble, dans plein d'endroits différents. Le but, c'était de toucher des publics très variés, et particulièrement les publics qui n'ont pas l'habitude d'être sensibilisés à ces sujets-là. Donc, on a organisé des fresques dans des tiers-lieux, dans des épiceries collaboratives, coopératives, dans des offices du tourisme, dans des cages d'escalier, des immeubles, des animateurs. Enfin, il y en a vraiment eu partout. On en a fait aussi dans des paroisses, dans la mosquée, vraiment partout. Et c'était une super expérience. Sur 3 jours, on a organisé 54 ateliers. On était 51 animateurs, animatrices. On a sensibilisé 450 personnes. Et voilà, c'était une belle action. Le deuxième événement aura lieu du 10 au 12 juin au Fort de la Bastille. L'événement s'appelle Look Up, la planète en jeu. Et là, on invite les fresques amies, parce que donc, la fresque du climat, c'est le premier atelier qui s'est créé sous ce format-là, mais parmi les animateurs de la première heure, beaucoup ont créé un nouvel atelier sur d'autres sujets. Donc, il y a des ateliers, il y a la fresque de la ville, la fresque océane, la fresque du textile, la fresque de l'alimentation. Il y a aussi des ateliers comme l'atelier d'automne, qui est un atelier que j'anime aussi par ailleurs. L'atelier Inventons nos vies bas carbone, il y a le quiz de l'Anthropocène. Voilà, il y a énormément d'ateliers de sensibilisation sous tous les prismes qui se sont créés pour les enfants, pour les adultes. Et donc, on a invité toutes ces associations à nous rejoindre au Fort de la Bastille pour animer ces ateliers. Ce sera vraiment un week-end d'animation d'ateliers, pas venir rencontrer les associations pour discuter. Et donc, prochainement, on pourra mettre en ligne le programme et puis les gens pourront s'inscrire. La participation sera gratuite. Normalement, les inscriptions seront obligatoires. Voilà. Si vous voulez participer à un atelier de la fresque du climat grand public, vous pouvez retrouver toutes les animations prévues sur le site de la fresque du climat. Je pense que Virginie ou Marion peut mettre le lien dans le chat. Vous y retrouverez aussi tous les
toutes les dates de formation. On fait des formations à Grenoble, mais on est aussi quelques formateurs ailleurs qu'à Grenoble, dans le Trièves, dans le Vercors. Voilà, donc, s'il y a des demandes, on peut animer. Et si vous voulez organiser des fresques dans un milieu professionnel, donc au sein de l'association ou dans les entreprises, je vous invite à me contacter directement. Comme ça, je pourrais vous mettre en relation avec les animateurs professionnels du réseau isérois. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Avoir fait le tour. Capucine. Donc, je propose qu'on écoute le témoignage maintenant de Lucas et qu'on garde les questions dans un second temps. Lucas, si tu veux bien prendre la parole pour continuer. Oui, pas de problème. Merci. Donc, pour ma part, je vais parler des interventions que je peux faire avec du public, notamment à l'extérieur et en montagne. Donc, moi, je suis sur la région de Grenoble, dans le sud de Grenoble. Ça représente pas l'intégralité de mes activités. J'ai aussi des activités plutôt en salle, contraintes par la saison parfois ou par les demandes que je peux avoir. Mais néanmoins, la structure de mes interventions va être finalement un peu la même entre ce que je peux faire dehors et à l'intérieur. Même si dehors il y a une autre envergure, mais du coup je vais y revenir. Et du coup je vais peut-être décrire un tout petit peu mon parcours universitaire et professionnel, pas pour parler de moi, mais plutôt parce que en fait j'ai eu quelques chocs, on pourrait dire, pendant mon parcours, qui m'ont incité à faire de la médiation scientifique sur ce thème du réchauffement climatique et à l'extérieur. Donc en fait, à la base, moi, j'étais pas forcément très sensibilisé au changement climatique, en tout cas, pas acteur, ni impliqué, ni parfois même pas trop intéressé au début de mes études. Donc plutôt des études de sciences de la Terre, géologie. Et puis finalement, j'ai eu la chance de faire un échange avec l'étranger, un échange Erasmus, avec la Norvège et notamment les Spitsberg, qui est une petite île norvégienne à peu près 1000 km du pôle Nord. Donc un endroit un peu particulier, couvert de glace, pour simplifier, et du coup très sujet à ce réchauffement climatique, et déjà fortement impacté au moment où j'y étais, il y a une petite dizaine d'années, mais déjà impacté depuis longtemps. Et du coup, ça a été assez nouveau pour moi, parce que j'ai une déjà découverte de cet environnement que je connaissais pas du tout. Et une découverte assez, on pourrait dire, complète, parce que j'avais du coup notamment des campagnes sur le terrain dans le cadre de ces études pour mesurer finalement ce réchauffement climatique. Des campagnes qui pouvaient être assez longues, de 1 semaine ou 2 semaines sur le terrain, donc c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout habitué. Et puis une vraie responsabilisation sur ces campagnes terrain, avec finalement pas uniquement un séjour en montagne ou à l'extérieur où j'étais passif devant des informations qu'on me donnait, mais j'étais vraiment acteur avec une préparation de ces campagnes terrain, le choix de ce qu'on allait mesurer, de ce qu'on voulait mettre en avant, des échanges avec des collègues ou des chercheurs pour affiner ces campagnes, et puis finalement mettre en place des protocoles de mesure, aller sur le terrain faire ces mesures, comparer avec des choses qui avaient pu être faites précédemment pour mettre un peu de contexte temporel sur ce qui était mesuré, comme la quantité de banquise par exemple, ou l'évolution de certains glaciers. Et puis derrière, une synthèse et puis des échanges avec aussi un public qui n'était pas forcément dans ces campagnes, pour finalement commencer à faire prendre conscience. Donc finalement pour moi, ce moment-là, ça a été un choc, je dirais même qu'il y a eu 2 chocs. Le premier, il est plutôt scientifique, pas forcément relié au réchauffement climatique, mais ça a été une prise de conscience de la difficulté à mesurer un élément naturel. Et là-dessus, je reviens un peu sur ce que Stéphane disait tout à l'heure, mais finalement, quand on observe de la glace, l'atmosphère, mais ça peut être aussi des populations, c'est rarement simple, hein. On n'est pas dans une salle de TP où on contrôle tout. Il y a ces éléments naturels, ces populations vont faire que c'est parfois difficile de faire sortir un message. Et donc cette difficulté, elle va impliquer finalement une rigueur qui doit être mise en place pendant ces mesures,
pour essayer d'écarter tout ce qui serait dû au hasard. Un intérêt de collaborer avec des collègues pour finalement, on pourrait dire lever le maximum de doutes, ou en tout cas d'avoir une stratégie d'essai-erreur pour finalement arriver avec à la fin un résultat qui certes peut avoir une certaine incertitude, mais néanmoins qui a quand même une certaine valeur scientifique. Et ça, on peut retrouver ça notamment dans des rapports comme le GIEC, où vous avez des valeurs avec différentes gradations de certitude, on va dire de quelque chose qui est très incertain à quelque chose qui est virtuellement certain, par exemple, mais qui implique d'ailleurs tout un protocole et un certain nombre de mesures. Donc ça a été, on pourrait dire le premier choc pour moi, et le deuxième, ça a été la découverte, donc ça c'est très personnel, de ce milieu polaire qu'on va retrouver aussi en haute montagne chez nous, de sa grande beauté, mais aussi de sa grande fragilité, et du fait qu'il est déjà fortement impacté par le réchauffement climatique, et à une échelle assez rapide, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on peut observer des changements en allant 2 fois au même endroit à 1 an de décalage, ce qui n'est pas forcément le cas finalement partout sur Terre en termes de ces impacts. Et donc pour moi, ça a été une prise de conscience de ce réchauffement climatique. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte de ce réchauffement climatique, de cette, on pourrait dire, de cette tempête, ou de ce mur qui arrive, dont on parle tout le temps, mais qui en fait est déjà là depuis longtemps là-haut. Donc après, j'ai finalement continué mes études jusqu'en thèse que j'ai fait à l'université de Grenoble, au laboratoire de glaciologie, où je me suis intéressé à la fonte des glaciers dans les Alpes, autour de chez nous. Donc ce doctorat, ça a été très formateur, mais pour parler de quelques points négatifs qui m'ont incité à faire de la médiation, ça a été notamment que je perdais un petit peu la diversité du public fréquenté. J'ai échangé de plus en plus avec des gens qui étaient très spécialisés, donc avec un intérêt scientifique vraiment certain. Mais néanmoins, dans cette volonté de faire partager, de faire prendre conscience, j'avais de plus en plus de convaincus autour de moi, de moins en moins de non convaincus, et du coup, dans ce cadre-là, pour moi, je perdais un petit peu l'intérêt. Je me suis rendu compte aussi d'un vrai décalage entre le grand public qui a un certain niveau de connaissance, alors qui évolue, évidemment, mais néanmoins quand même une grande marche entre le grand public et la recherche. Et puis je crois que finalement c'était très personnel, mais j'avais une volonté de partager la passion que j'ai pour ces environnements de montagne, et de créer des relations d'affect, on pourrait dire, ou d'émotion entre du public et cet environnement qui est fragile. Donc en fait, pour conclure rapidement là-dessus, moi, mon objectif aujourd'hui, suite à ce doctorat, donc moi je suis plus rattaché à l'université, mais je travaille en tant qu'indépendant pour faire des actions de sensibilisation au réchauffement climatique. Ça va être de toucher le maximum de public, pas forcément convaincus, et ça c'est pas forcément évident, de toucher les non convaincus. Mais finalement l'idée ça va être de les toucher par l'affect, donc de créer un lien émotionnel entre eux et un glacier par exemple, ou un environnement de montagne, grâce à une visite en montagne. Et ça part un peu d'une idée, d'une pensée que j'ai, et je pense qu'on est plein à la partager, mais que finalement l'affect, ça va être une porte d'entrée vers une prise de conscience, une réflexion, et puis pourquoi pas derrière une action. Donc ça va être le premier point. Et puis la deuxième partie, et le deuxième objectif d'emmener des gens en montagne, ça va être de rendre cette science accessible et d'éviter qu'elle soit vue comme un dogme, alors que c'est pas du tout le cas, mais que finalement les données auxquelles on a accès, les chiffres que pour voir passer, c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau, ou c'est pas un scientifique qui s'est levé un matin et qui a écrit ça sur un coin de feuille. Il y a vraiment derrière toute une rigueur scientifique, des protocoles de mesure qui sont répétés parfois pendant très longtemps, qui demandent un certain investissement. Et donc l'idée, c'est finalement de donner du poids à cette donnée scientifique, en faisant pratiquer les gens qui viendraient avec moi en montagne,
donc de ne pas être uniquement passif, mais aussi de prendre part à des mesures. Et donc notamment, c'est des actions que je fais sur un glacier, le glacier de la Giraud sur la station de la Grave, où j'implique du public dans les mesures de ce glacier pour prendre part à ces protocoles scientifiques. Et donc l'idée, c'est finalement de sensibiliser à cette démarche scientifique. Et ça peut paraître un peu contradictoire aussi, mais de montrer que c'est pas parce que c'est complexe de mesurer, parce que c'est complexe d'obtenir derrière un résultat, que ce résultat derrière il n'a pas une valeur. Alors bon, si j'abrège un petit peu cette partie personnelle, mais pour parler un peu plus de choses pratiques, à quoi ressemble une journée en montagne avec moi, l'idée ça va être de faire découvrir cet environnement de montagne, donc un glacier par exemple qui va être fortement impacté par ce réchauffement climatique, donc déjà de créer ce lien émotionnel simplement par la beauté du paysage. Alors ça marche pas tout le temps, mais généralement c'est quand même assez, ça marche relativement bien. Et puis l'idée derrière, ça va être de placer un cadre temporel ou en tout cas un contexte sur cet environnement. Alors ça peut être très varié en fonction des demandes, mais ça peut être un contexte géologique par exemple, pour parler de choses qui sont très lointaines et souvent dures à appréhender, ou un contexte climatique qui peut être plus proche, de parler de changements climatiques qui ont eu lieu dans les dernières centaines d'années par exemple, pour faire vivre un petit peu ce paysage et dire que ce paysage, ces glaciers, cet environnement a une certaine évolution qui peut être complexe parfois, on ne sait pas toujours les causes qui ont pu mener à des changements climatiques dans le passé, mais néanmoins qu'il a une certaine fragilité, une certaine vie finalement. Et puis dans un deuxième temps, souvent en deuxième partie de journée ou deuxième partie de séjour, ça dépend combien de temps ça dure, mais du coup j'aborde pour le coup les changements récents et la vitesse de ces changements par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Alors c'est pas forcément un point qui justifie l'implication humaine dans ce réchauffement climatique, mais néanmoins c'est quelque chose qui est très parlant, avec des photos par exemple ou des traces qu'on peut retrouver en montagne de la rapidité de ces changements récents. Donc l'idée c'est d'étayer tout ça par des chiffres, et par des choses qui ont été mesurées, et surtout d'utiliser les glaciers qui sont d'une certaine façon un icône du changement climatique, mais de les utiliser comme porte d'entrée pour cette thématique climat. Donc dans un premier temps, finalement, pas du tout parler de réchauffement climatique, de faire rentrer les gens dans un lien affectif avec ces glaciers, avec ce changement rapide, et puis d'embrayer pour le coup sur la partie climatique qui va avoir plus d'importance pour leur vie, parce qu'évidemment, j'emmène pas que des gens qui vivent aux abords des glaciers. Et donc, c'est un peu l'idée de sortir les participants de leur zone de confort, d'aller en montagne, de profiter de la marche comme un moyen de réflexion, de discussion, de les émerveiller avec ce paysage et en même temps, d'une certaine façon, de les choquer en montrant la rapidité de ces changements. Donc certains peuvent être assez désemparés, déprimés. Donc là, je rejoins Capucine un peu. On est sur cette même, on pourrait dire, étape du deuil après la première partie de la fresque. Et sur mes premières sorties, je m'arrêtais là. Et en fait, c'était complètement catastrophique. Je rejoins Stéphane aussi là-dessus. Parce que les gens rentraient chez eux avec cette image de glacier qui est en train de disparaître ou cette image de réchauffement climatique qui impacte vraiment toutes les zones du monde. Donc l'idée, c'est évidemment pas de s'arrêter là, et un peu comme vous le faites à la fresque, ça va être de travailler un petit peu sur les émotions, voir comment ils perçoivent finalement ce changement observé, et puis d'essayer d'être assez positif pour tourner le problème dans l'autre sens. On pourrait dire que par exemple le climat change rapidement, les glaciers suivent finalement ce changement en fondant, on pourrait dire rapidement, alors je simplifie extrêmement le propos, mais du coup les glaciers étant fortement reliés au climat, n'importe quelle petite action, on pourrait dire, peut avoir aussi un impact dans l'autre sens avec ces glaciers qui peuvent réagir rapidement. Donc finalement, montrer que, pour reparler de ces dixièmes de degrés, des petits changements en termes
euh, d'émissions de gaz à effet de serre peut avoir tout de suite une répercussion sur cet environnement de montagne qui va être sensible à ça. Et pour éviter de tomber dans le tout ou rien, soit on vit plus, soit on continue comme avant. Et puis de donner d'autres exemples positifs, notamment sur ces émissions carbone qui néanmoins baissent un tout petit peu ces points positifs pour encourager à l'action. Et puis moi souvent je termine la journée par une réflexion là-dessus pour essayer de faire parler les participants pour voir s'ils ont un peu des stratégies pour se mettre à l'action. Et moi, souvent, ce que je peux donner comme conseil, mais bon, c'est toujours dur de donner des conseils, mais c'est de diviser un peu ce problème qui peut paraître tout de suite insurmontable, notamment si on se plonge un peu dans nos émissions carbone, c'est vite une prise de tête. Et donc, de découper un peu le problème, de se dire, peut-être que pour les 6 mois à venir, j'arrive pas à faire d'efforts sur ma mobilité, etc. Mais je vais m'intéresser uniquement à un point en particulier, par exemple mon usage du numérique. Et ça, je pense que ça permet de du coup rentrer un peu plus en profondeur dans ce sujet-là et d'éviter un certain immobilisme. Donc de faire des petites actions sur un secteur et puis après de s'intéresser à un autre secteur si on le peut et si on le veut, quoi. Donc à tout prix éviter de culpabiliser. Et puis, finalement, rentrer dans une sorte d'acceptation où parfois, il y a des jours où on n'arrive pas à faire un effort sur quelque chose et c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas de problème à ça, quoi. Donc, voilà pour les grandes lignes de ce que je fais sur une journée en montagne. Super, merci beaucoup, Lucas. Il y a sûrement beaucoup de questions. J'ai déjà vu passer quelques petites choses, notamment une question autour de la communication engageante. Est-ce que la communication engageante n'est pas juste un bon moyen pour changer les comportements? Alors, par communication engageante, je ne sais pas ce que vous entendez. Ça serait quoi ce terme de communication engageante? Est-ce que c'est une communication participative, du coup, pour expliciter? Alors, c'était pour moi la question, ou non, c'était pour la personne qui posait C'était pour tous. Oui. D'accord. Du coup, moi, je posais la question un peu pour tous les intervenants. Et oui, c'est une communication qui se crée aussi avec le public et qui cherche à engager le public aussi dans toutes les démarches. Et, ouais. Un peu participante aussi, oui. Je ne sais pas trop comment le décrire. Ouais, non, mais en tout cas, pour ma part, je suis assez convaincu de ça, et c'est aussi l'idée d'impliquer du public dans des mesures, c'est d'une certaine façon peut-être de le responsabiliser, mais en tout cas de le rapprocher de ces impacts. Ça peut être sur un glacier, mais de le rendre beaucoup plus proche de ces impacts-là. Stéphane en parlait aussi tout à l'heure. Sur le lien qu'on peut avoir. Si vous habitez pas à Annecy, le fait que le lac baisse, en fait, a priori, vous vous en foutez. Mais si vous allez sur ce lac-là et que vous développez un lien émotionnel, on pourrait dire avec, du coup, vous avez peut-être plus d'intérêt à vous en préoccuper, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que j'ai effectivement. Oui. Oui. Pour répondre à cette question, c'est un peu le principe justement c'est un peu ce qu'on recherche justement avec la fresque du climat, c'est en faisant participer les gens, justement c'est une forme d'engagement, le fait de les faire participer, c'est justement pour provoquer le désir d'agir plutôt qu'une information descendante. Où ils vont retenir 10-15% de l'information. Là, à partir du moment où c'est eux qui participent, c'est eux qui font leur propre sensibilisation, en fait. Ils se sensibilisent entre eux. Donc, c'est effectivement ce qu'on recherche pour rechercher l'engagement de leur part et les impliquer. Super. Alors, Lionel avait une question. Ouais, bonjour à tous.
Moi, je suis Lionel et je fais partie d'une association qui fait de la sensibilisation au changement climatique également. Donc, on intervient un peu comme Lucas dans les collèges, un peu tout public, et on fait aussi des fresques. Et la fresque, je trouve que c'est plus une question pour Capucine. La fresque, je trouve que c'est un outil fantastique de sensibilisation dans un temps limité. Ça, c'est clair que c'est assez génial. Et je trouve que ça sensibilise quand même pas mal les gens. Et à chaque fois, même moi, qui suis habitué à ces thématiques, j'ai toujours une petite mort à la fin d'une fresque, quoi. Donc, au niveau émotionnel, c'est quand même assez intense, je trouve. Et ma question, c'est maintenant qu'il y a eu près de, c'est quoi, c'est 400 000 sensibilisés à la fresque depuis 3 ans, je crois. Euh, Moi, je me pose toujours la question de savoir 320 000, ouais. ouais, je me pose toujours la question de savoir l'impact après l'atelier. Sur le moment de l'atelier, on a toujours l'impression que ça impacte énormément les gens, en tout cas une majorité des gens. Mais ce que je me demande, c'est ce qui se passe après. Et avec cet échantillon de plus de 300 000 personnes, je me demandais si peut-être il y a des choses qui sont déjà faites au sein de l'association La Fresque, mais s'il n'y avait pas des actions pour essayer de savoir ce qu'ont fait les gens après leur atelier de la fresque du climat. Est-ce qu'ils ont un peu changé leurs attitudes? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Voilà, c'est un peu la question que je me pose et à laquelle je pense que vous pourriez répondre avec un tel échantillon. Voilà. Là, il faudrait impliquer des sociologues. Merci pour cette question, Lionel. Alors, c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre parce que donc moi, je suis animatrice et formatrice de la fresque du climat, mais je ne travaille pas à l'association La Fresque du climat. Hein. Je suis animatrice comme vous l'êtes dans votre association. Et c'est une question qu'on s'est posée dans la communauté iséroise, parce qu'on est une communauté d'animateurs, la communauté la plus dynamique de France, je crois, puisqu'on est 600 formés en Isère. Et c'est effectivement une question qu'on s'est posée. On était un peu frustrés de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe après, quel est le résultat d'avoir sensibilisé toutes ces personnes. Et je ne sais pas si vous… Normalement, après un atelier, on envoie un email à tous les participants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. On envoie un email à tous les participants avec un récap et puis avec une bibliographie et avec quelques infos et avec un lien rappelant la possibilité de se former. Et on s'était dit qu'on en profiterait bien, effectivement, d'avoir ces mails-là pour pouvoir leur demander l'autorisation de les recontacter peut-être quelques mois plus tard pour voir si ça a effectivement eu un impact à moyen terme. Mais on n'a pas officiellement de retour statistique sur les changements. La seule chose que je peux dire, c'est que la seule statistique que je peux vous communiquer, c'est que 8% des personnes qui ont participé à un atelier décident de se former pour devenir animateurs. Donc, c'est quand même une forme d'engagement de devenir animateur parce que parmi les gens qui se forment, il y en a qui sont très actifs au sein d'associations et qui décident de vraiment en faire un maximum, mais il y en a qui le font parce qu'ils ont envie de pouvoir animer un atelier auprès de leur famille, auprès de leurs amis, juste pour pouvoir, ou 2 fois, avoir les compétences de pouvoir l'animer. Donc, ils ont été assez sensibilisés, pas forcément par l'atelier, mais en tout cas, ils sont assez sensibilisés globalement pour avoir envie d'animer un atelier auprès de leur entourage. Donc, ça donne une bonne idée. Juste un commentaire là-dessus. Si ma compréhension des gens qui s'impliquent est correcte, c'est probablement des gens qui sont déjà pré-sensibilisés, qui recherchent une méthode de communication un peu établie qui leur permettent de mieux communiquer sur ce qu'ils veulent faire. C'est un peu comme les gens qui rentrent dans le famille énergie positive maintenant qui s'appelle Déclic, qui sont déjà pré-sensibilisés à ces questions-là, qui tentent de faire des trucs, mais il leur manque une méthode d'évaluation des impacts de leur comportement, est-ce que ça vaut la peine, et FEP leur fournit ça. Donc, je me demande si ce 8%-là, qui est quand même un bon chiffre, c'est franchement, je me demande si ce n'est pas des gens qui, justement, recherchent un outil un peu opérationnel là, qui leur permet de faire ça.
Moi, je dirais que c'est des gens qui sont présensibilisés, mais qui manquent un peu de méthode peut-être avant, et ils sont allés la chercher et qui ont été séduits. Sur le 8%, le 92% qui reste, à voir. Delphine? Voilà, c'est bon. Ah non. Voilà, c'est bon. Oui, j'avais une question c'était surtout peut-être non, pour les différents intervenants par rapport à la fresque du climat notamment, où en fait toutes les actions de sensibilisation changement climatique qui peuvent être très très écrasantes finalement pour l'individu. Personnellement, de par tous les projets que j'ai menés avant, je pense qu'il faut aussi guider vers des actions collectives. Et nous, on parlait beaucoup de notions de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité individuelle, mais aussi la responsabilité collective, la responsabilité des entreprises, des politiques publiques, etc. Et là, je trouve que ce qui nous manque parfois, c'est des grands chiffres, des effets de levier pour dire si on met des efforts sur, par exemple, sur la rénovation thermique ou sur l'industrie ou sur les transports, ben là, on aura un effet de levier important. Donc, c'était plutôt une question peut-être pour Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut citer comme effet de levier significatif pour sortir de cette impuissance individuelle qui vraiment n'est pas suffisante, on le sait, quoi. C'est très bien de sensibiliser les individus, mais on sait malheureusement que c'est pas suffisant. En fait, tous les énergéticiens et les gens qui bossent sur les questions d'énergie vont vous dire il faut faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Outre les problèmes de coût et de main-d'œuvre, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, et outre surtout la question des décisions de la copropriété, donc décisions collectives, la rénovation énergétique des bâtiments offre un sacré avantage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit à mes habitudes quotidiennes et je diminue dans 30% ma consommation d'énergie juste parce que mon domicile est foutu. Donc, il n'y a aucun effort cognitif à faire, il n'y a pas de rupture à avoir en termes de consommation, il n'y a pas de regard sur soi, il n'y a pas d'analyse, d'évaluation. Donc, en fait, ça coûte cher, mais qu'est-ce que c'est beaucoup plus facile sur tout ce qui est vie quotidienne et charge mentale. Ça, c'est une première chose. Mais même là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un des arguments qui est souvent mis en avant par ceux qui ont fait la rénovation énergétique et qui parlent d'autres personnes qui envisagent peut-être de le faire, la première chose souvent que les gens disent, qui ont déjà mené ça, c'est pas « Ah oui, on est beaucoup plus confortable ». Non, c'est que quand ils ferment la fenêtre, ils n'entendent plus de bruit dehors. Rien à voir avec la qualité thermique du bâtiment, ça vient après dans les arguments. Donc, mais en termes d'effet levier, dans l'exercice de prospective à 2050 pour la neutralité qu'on avait fait, si on n'engage pas sérieusement et très sérieusement beaucoup de travaux d'ici 5 ans, on va louper un truc. En matière de rénovation énergétique, là, il y a un gros truc à jouer. Et rapidement, parce que sinon, notre neutralité carbone si on n'arrive pas à arriver à des objectifs suffisants en matière de rénovation énergétique des bâtiments, tous les autres secteurs vont être impactés et vont nécessiter encore plus d'efforts. Et ça risque de devenir très peu soutenable dans le temps, ce type d'effort. Avec un très gros truc à jouer. Mais là, sur la communication ne réglera pas les problèmes de décision des copropriétés ou des phases de vie qui font qu'on n'est pas intéressé pour faire de la rénovation énergétique parce qu'on ne sera pas là dans 5 ans, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, voilà, c'est pas évident. Mais s'il y a un gros truc à jouer, c'est là. Sur la question de mobilité, je voudrais... Ça change. Donc, une réaction, Capucine? Oui, je rajoute juste quelque chose. Donc, effectivement, l'aspect qu'il ne faut pas s'en tenir à des actions individuelles, on l'aborde lors de la fresque du climat. Mais je voudrais rebondir sur un autre atelier qui est l'atelier d'automne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui est un atelier que je trouve très intéressant justement pour aborder ce sujet-là, parce que c'est un atelier pendant lequel on fonctionne avec un jeu de cartes aussi, mais il y a plusieurs tours. Il y a plusieurs tours dans ce jeu de cartes. Et dans chaque tour, on alterne des actions individuelles avec des actions collectives. C'est-à-dire qu'on va faire un premier tour
dans lequel on va agir sur sa propre empreinte carbone. Donc en fait, au début de cet atelier, avant cet atelier, chacun fait son propre bilan carbone personnel, bilan carbone entre guillemets, et arrive à l'atelier avec sa propre empreinte carbone. Et le but du jeu, c'est au fil des tours de réduire cette empreinte carbone pour arriver à 2 tonnes. Puisque officiellement, c'est à 2 tonnes qu'il faut qu'on arrive. Bon, en fait, c'est plutôt moins que 2 tonnes, hein, mais on va déjà dire 2 tonnes. Et donc, au premier tour, chacun choisit quelques actions pour réduire son empreinte carbone au niveau individuel. Et au deuxième tour, les participants se retrouvent dans la peau d'un ministre qui doit prendre des décisions pour réduire l'empreinte carbone au niveau du gouvernement. Et au fur et à mesure des tours, on voit l'empreinte carbone individuelle baisser. Et ensuite, au troisième tour, on revient sur des actions individuelles. Et au quatrième tour, on arrive à nouveau dans la peau d'un scientifique, etc. Et il y a 8 tours, il y a 8 tours en tout. Donc, il y a 4 tours pour des actions individuelles et 4 tours où on est dans la peau de quelqu'un d'autre qui agit au niveau collectif. Et ce que je trouve très intéressant dans cet atelier, au-delà du fait qu'avec des actions concrètes, on visualise l'impact des actions sur sa propre empreinte carbone, c'est qu'on voit aussi, quand on arrive sur un tour où on prend des actions collectives, après, quand on revient sur son tour où on doit faire des actions individuelles, on constate que par ces actions collectives, notre empreinte individuelle a baissé. Alors que nous-mêmes, au niveau individuel, on n'a rien fait de plus. Et je trouve ça très intéressant de voir que les actions qu'on met en place individuellement vont réduire notre empreinte carbone, mais les actions qui sont décidées au niveau collectif et mises en place réduisent aussi l'empreinte individuelle, et ça permet de voir que en fait, ça ne tient pas qu'à nous, ça tient aussi aux actions collectives, et on se sent un peu moins tout seul face à l'ampleur du boulot, quoi. Voilà. Parenthèse autre que la fresque du climat, c'est 2 tonnes. Très intéressant. Il y avait aussi une petite question qui était passée pendant ton intervention, Lucas, sur les publics que tu touchais. Donc, quel public, en gros? Et peut-être au-delà de ça aussi, justement, moi, j'avais plus une question entre la différence que tu peux voir entre les publics que tu accueilles en salle, en atelier, et ceux que tu peux accueillir sur le terrain. Alors, du coup, pour répondre sur l'âge, il y a tout type d'âge, je dirais à partir de 7 ans, pour pouvoir quand même aller un peu dehors, jusqu'à des retraités. C'est des choses que je fais aussi avec des retraités. Donc, voilà, tout type d'âge, que ce soit des collèges, des lycées ou des entreprises, comités d'entreprise. Et après, pour la différence qu'il peut y avoir entre des activités en salle et à l'extérieur, je dirais que à l'extérieur, il y a plus de gens qui sont touchés parce que, au final, il y a cet environnement naturel qui est derrière et c'est beaucoup plus parlant de parler de quelque chose qu'on a en face plutôt qu'un PowerPoint avec des graphiques et des photos d'impact pour lequel il y a finalement aucun lien, je dirais, d'affect. Où il y a moins d'impact. Mais ça ne veut pas dire que il y a des gens qui vont être touchés en salle, par exemple, quand on monte des cartes d'impact en termes de sécheresse ou de canicule. Il y a des gens qui vont être touchés et qui vont peut-être moins l'être sur le terrain parce qu'ils n'ont pas ce lien qui s'est créé, quoi. Donc voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même plus d'impact sur le terrain. Après, il y a le problème du nombre de gens qu'on peut amener, quoi. On peut emmener moins de gens à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, on peut assez vite enchaîner et toucher plus de gens, quoi. Donc voilà. On va arriver à la fin du temps prévu. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux qu'on peut prendre? Oui, Delphine? Désolée, j'ai beaucoup de questions, mais est-ce que c'est réaliste le zéro carbone en 2050? Et est-ce que sinon, c'est pas complètement décourageant en fait de se fixer un objectif tellement inatteignable? Moi, personnellement, ça me décourage complètement. Mais...
Écoute, quand j'ai fait l'exercice là, de 2050, de neutralité carbone en 2050, on m'a demandé de faire l'exercice de faire la perspective sociétale, de comment on allait vivre dans une société qui avait réussi la neutralité carbone en 2050. Et ma première réaction dès le départ, c'est de dire, bon, ouais, je vais faire l'exercice, mais c'est juste impossible, laisse tomber. Ben, à force de travailler avec les autres, je me suis rendu que c'était peut-être pas impossible. Et même là, j'ai encore un vague sentiment que de l'impossibilité de la chose, mais cognitivement, rationnellement, quand je regarde les différents secteurs, oui, il y a les différents secteurs, ça va demander un peu plus de contraintes, un peu plus d'efforts. Il y en a d'autres, en fait, ça va être un peu plus facile que prévu et tout. Et je me suis dit, ben, bordel, c'est peut-être possible. Et donc, ouais, ma vision de la possibilité de neutralité carbone, après avoir fait l'exercice, ça a fait un an, pas mal de boulot, mais je suis moins pessimiste, bizarrement. Je ne comprends pas pourquoi je suis moins, je suis capable de donner des explications, mais il me reste toujours ce sentiment-là de ouais, laisse tomber. Et le sentiment qui fait que, ben non, en fait, peut-être. Voilà. Donc, sur les questions de rénovation énergétique, c'est quand même clé. L'alimentation, je ne sais pas trop comment on va faire, même s'il y a déjà des petites tendances. Ce qui est clair, c'est que ce que les scénarios ADEME ne font pas, est-ce que beaucoup de scénarios de prospective à 2050, même avec une prise en compte des perspectives de vie, il n'y a pas un des scénarios encore qui soulève la question politique de à quel point il va falloir faire de la contrainte, à quel point il va falloir rendre les choses obligatoires, voire punitives, et comment on allie ça à des bonnes politiques d'accompagnement, d'incitation, d'encouragement, etc., etc. en même temps. Cette question-là n'est pas soulevée, je pense, parce que c'est tabou et qu'on ne doit pas le faire. Est-ce qu'on a d'autres questions ou réactions pour conclure? En tout cas, ça nous permet de finir peut-être justement sur une note un peu positive. C'est très bien. Et voilà. Ouais. Et de se dire que peut-être toutes les graines qu'on a plantées et qu'on plante encore aujourd'hui, et ben, voilà, elles ont de l'impact, mine de rien, peut-être pas à court terme, mais peut-être que sur le long terme, on y arrivera en tout cas tous ensemble. Et voilà, moi j'ai envie de finir aussi sur cette question pour nous tous, finalement. Est-ce que nos propres comportements de communicants, après ce talk, ben, vont changer et vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on se fixe toutes et tous pour la fête de la science, pour Grenoble Capitale Verte, et puis bien au-delà, de point de vue professionnel et puis aussi personnel. Et ben, je remercie nos 3 intervenants du jour. C'était vraiment passionnant. Lucas, Stéphane et Capucine pour tous ces échanges. Et avec plaisir. Voilà. Et pour ce que vous faites aussi. Et merci pour l'organisation. Merci et merci aussi aux membres de l'équipe, Virginie pour l'animation du chat, Marion pour les enregistrements, Emmanuel qui était présent aussi. Tous les participants inscrits vont recevoir donc l'adresse où sera diffusée la vidéo sur YouTube et la copie du chat qui vous permet aussi d'avoir tous les liens qu'on a cités, les questions qu'on a posées dans le chat et vous mettre en contact les uns les autres si besoin. Voilà, un grand merci à tous et puis à bientôt pour le prochain talk sur un autre thème. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.